Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission de risque de l'histoire. Il y a des papes qui, au lieu d'imiter la vie de Pierre, cherchent à égaler la puissance de César. Ce mot terrible date du début du XVIe siècle. Il est tiré de l'éloge de la folie du fameux penseur Érasme. C'est dans ce même ouvrage que l'on peut aussi lire « Les théologiens sont d'autant plus dangereux qu'ils croient tout savoir et qu'ils condamnent tous ceux qui ne pensent pas comme eux ». Vous l'aurez compris, Érasme aimait peu le clergé, avec souvent une ironie mordante propre à son siècle. Il critiquait l'institution, il rejetait son dogmatisme religieux, mais par ailleurs, il prônait une réforme des mœurs au sein de l'Église, sans pour autant rompre avec elle. Qui était donc Didier Érasme, que l'on appelait Érasme de Rotterdam? Quel est son parcours? Quelles sont les raisons de sa critique de l'Église? A-t-il souhaité rompre avec l'institution et peut-on le comparer à Luther? Nous nous demanderons enfin s'il fut un des plus grands intellectuels de son temps et c'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Marie Barral-Baron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, professeure d'histoire moderne à l'université Marie et Louis Pasteur, qui se trouve en Franche-Comté. Vous avez notamment publié ce livre, L'enfer d'Érasme, qui n'est ni plus ni moins que votre travail de thèse, donc l'humaniste chrétien face à l'histoire, un ouvrage paru chez Droz. Blandine Perrona, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, je reçois une femme de lettres, puisque vous êtes une femme de lettres, maîtresse de conférences à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, à Valenciennes, et membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié notamment le livre « Érasme et la France » chez Garnier, et puis on va faire même une annonce ici sur notre plateau, puisque vous participez à l'équipe qui est en train d'éditer Érasme dans la Pléiade. C'est la première fois qu'Érasme est publié dans la Pléiade ? Oui, effectivement, Érasme est publié après Luther, ce qui peut présenter une forme d'ironie de l'histoire, mais c'est la première fois qu'un volume sera consacré à Érasme dans cette collection. Et le travail éditorial en équipe sera dirigé par Jean-François Cotier. Alors, je me tourne vers vous, Marie Barral-Baron. Vous êtes une grande spécialiste de ce personnage qui est un personnage fascinant. D'où vient Érasme? Quelles sont ses origines? Alors, Érasme, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vient de Rotterdam. Il est né à Rotterdam, donc dans les Pays-Bas, qui n'existent pas alors. Ce sont les États de Bourgogne qui vont bientôt être intégrés à l'empire de Charles Quint. Mais Érasme, quand on s'interroge sur ses origines, c'est en réalité une question très délicate, parce qu'il s'est ingénié toute sa vie à masquer ses origines infamantes, puisqu'Érasme était fils de prêtre, et il a tenté, durant toute son existence, de masquer cette origine. Et donc, quand on lit sa correspondance, il ne donne jamais la même date de naissance. Et pendant très longtemps, les spécialistes ont hésité entre 1467, 1469, on a même eu 1456 qui a circulé. Et aujourd'hui, on s'accorde autour de 1469. Mais c'est une question liée à la nature de son père, qui était prêtre et qui faisait donc d'Érasme un bâtard, un enfant illégitime. Mais il a vécu, j'allais dire, avec sa mère Alors, il a vécu avec son père, auprès de son père et de sa mère, durant toute son enfance, notamment à Gouda. Et puis, il va perdre ses parents coup sur coup entre 1484 et 1485, où il se retrouve orphelin avec son grand frère, qui s'appelle Pierre. Et ils vont, on va en parler sans doute, mais se retrouver au couvent, bien malgré eux, poussés par des tuteurs. Et c'est ainsi qu'il va découvrir la vie monastique. Alors, il fréquente l'école de Deventer, qui se situe également dans ces Pays-Bas. Oui, une école, effectivement, qui est très marquée d'ailleurs par ce qu'on appelle le courant de la dévotion moderna. Alors, justement, on a déjà parlé
à l'occasion de plusieurs émissions, la dévotion moderna, mais si vous pouviez rappeler ce qu'est ce courant qui est majeur dans l'histoire de l'Église moderne. Oui, c'est un courant alors, qui ne se comprend que lorsque l'on se situe dans les Flandres. Il faut bien avoir en tête que les Pays-Bas, c'est sans doute, je crois, un des territoires les plus religieux de l'Europe du XVIe siècle. Et la dévotion moderna, ou dévotion moderne, se développe à partir, grossièrement, de la pensée de Gérard Groot, qui développe donc une spiritualité qui, je dirais, a deux piliers, à la fois l'affection et la pédagogie. Et c'est une spiritualité qui encourage chaque croyant à découvrir Dieu en soi et à apprendre la prière. Et Érasme, même s'il ne cite jamais la dévotion moderna dans ses textes, ni dans sa correspondance... C'est un terme qui existe à l'époque. Oui, c'est un terme, oui, mais il n'en parle pas directement. Et le grand texte, c'est l'imitation du Christ. De Jésus-Christ. Voilà, de Thomas à Kempis. Mais Érasme n'y fait pas référence. Alors, Blandine Perronnat, il fréquente cette école et elle est réputée pour son enseignement progressiste et humaniste. Que signifie être progressiste et humaniste à l'époque de la fin du XVe siècle ? Alors, je parle en présence d'une historienne. Le terme progressisme, bien sûr, est un anachronisme et un piège pour l'époque. En revanche, il me semble que ce qu'a dit Marie Barral-Baron sur la Devotio Moderna, avec ses deux piliers, à savoir l'affection et l'éducation, il me semble que là, il y a un moteur de la modernité d'Érasme, où il y a vraiment quelque chose de neuf avec l'humanisme. Dans sa rupture, il est neuf parce qu'il se veut en rupture avec la scolastique, et la modernité et la puissance en fait du vouloir d'Érasme, c'est l'éducation. Et là, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, de nouveau, parce que c'est une éducation justement qui n'est pas simplement tournée vers la théologie, les choses abstraites, mais aussi pour ancrer la piété dans la vie quotidienne. Et il me semble que là, il y a quelque chose de très neuf dans le projet érasmien. En d'autres mots, on peut faire son salut en dehors du monastère ? Complètement. Et même, je pense que dans l'esprit d'Érasme, on reviendra sur ces questions, on peut plus facilement le faire en dehors du monastère, d'une certaine façon, où on est plus ancré dans une vie réelle et auprès du monde dans sa complexité et dans un monde qui ne sait pas créer des règles artificielles qui, au fond, se sont détachées du message évangélique. C'est une spiritualité individuelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spiritualité individualiste ? Cette dévotion moderna ? Ouais. Je pense que le vocable est anachronique à cette date, mais effectivement, elle conduit vers une spiritualité qui est centrée autour du jeu qui se construit au XVIe siècle. Lorsqu'Érasme se retrouve enfermé à Bâle en 1529, je pense à cette scène dans la correspondance, il se raconte enfermé dans cette ville peuplée de protestants. La cathédrale est passée à la Réforme, il n'a plus aucun lieu pour se recueillir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme sa porte de sa chambre, il se met à genoux. Sa chambre est devenue son oratoire et il prie comme on le lui a appris à Deventer. Donc oui, c'est une spiritualité qui aide, qui permet de maintenir une foi individuelle lorsque le cadre collectif n'est plus là. Il a perdu ses parents, il a des tuteurs, et ces tuteurs le font entrer au monastère des chanoines réguliers de Sainte-Agnès, à Stein, je ne sais pas si je prononce correctement, aux Pays-Bas, et il est ordonné prêtre en 1492. Oui. Est-ce que c'est un choix qu'il va regretter ? Alors, le fait d'être ordonné prêtre, il ne le regrettera jamais. Érasme a une foi chevillée en Jésus-Christ et il ne reniera jamais cette vocation. Il n'est pas un prêtre défroqué, même lorsqu'il quittera le monastère. Il a une fidélité à ce sacerdoce. Et d'ailleurs, il gardera toujours une nostalgie, par exemple, du chant grégorien. Il aura toujours avec lui son livre d'heures. Donc, il y a une grande fidélité à cette formation. Toutefois, il n'a pas fait le choix d'entrer au monastère. On l'a poussé. Ses tuteurs l'ont poussé et il y vit mal. Je dirais qu'Érasme est sans doute un moine très sérieux, mais un moine malheureux. Qu'est-ce qui lui gêne ? Je pense qu'il n'est pas fait pour la vie selon la cloche. C'est un homme qui d'abord, il va découvrir dans ce monastère de Stène des ouvrages, notamment Horace, qu'il découvre, et il est émerveillé par le souffle de l'humanisme. Il comprend que son histoire, ce ne sont pas les murs du monastère, mais c'est la littérature classique. Il souhaite, alors c'est encore confus, mais qu'il souhaite mêler
à sa foi en Jésus-Christ. Alors on a fait une émission sur justement, est-ce que l'Église a été contre la Renaissance, etc., avec Cécile Cabi et le gendre, hein, j'ai oublié son Jean-Paul, je crois. Voilà. Mais si vous pouviez rappeler justement l'esprit dans lequel finalement se développent ces idées, qui sont des idées qui sont nouvelles, qui sont précisément non pas modernes, mais le renouvellement de l'histoire antique, de la littérature antique, de la façon d'être antique, notamment la rhétorique dont vous êtes une spécialiste. Blandine. Oui, alors, vous pouvez repréciser le sens de votre question ? Quel est l'état d'esprit en fait, du monde clérical face à ce nouveau mouvement qu'est la redécouverte des textes antiques ? Et alors, dans votre introduction, vous parliez d'une rupture avec le clergé, et en réfléchissant, véritablement, la rupture se fait plutôt au sein de la théologie. Donc, il me semble que ce qu'il y a de neuf, et j'avais commencé un petit peu à le dire, c'est que cette théologie est tournée vers Dieu, vers la définition de Dieu, vers des abstractions, donc avec voilà, le rapport à saint Thomas, alors que eh bien, les humanistes sont imprégnés des grands philosophes de l'Antiquité, et sans doute, alors bien sûr, Platon est très présent et peut-être plus au début de la vie d'Erasme, mais le modèle, c'est quand même beaucoup Cicéron, et vraiment, avec Cicéron, ils vont se tourner vers ces questions pratiques. Donc, comment vivre moralement au sein du monde, au sein de la cité, et c'est pour ça que la rhétorique est si importante, parce que la rhétorique, le langage, et la belle langue, c'est le lien entre les hommes, et c'est ce qui permet la réorganisation d'une société où finalement cette piété chrétienne, cette morale chrétienne peut se vivre parce qu'elle est fondée sur une relation de qualité, et ça passe par une belle maîtrise de la langue. La rhétorique, c'est l'art de bien parler, mais est-ce que c'est pas... Enfin, c'est loin d'être une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a tous les ordres mendiants du XIIIe siècle qui sont des ordres qui se sont adressés, c'est de là que vient l'homélie, qui sont adressés au peuple, aux fidèles, voilà, afin justement de les convaincre, de les enseigner, etc. C'est un retour de l'histoire ? Oui, je pense, mais pour revenir à Erasme, je pense que chez Erasme, ce qui est vraiment original, c'est cette idée que pour être chrétien, en tout cas il le ressent ainsi, moi j'ai le sentiment, il faut connaître aussi bien les Écritures, la parole de Dieu, que les textes des anciens, que Cicéron, Horace. Donc il veut absolument se nourrir de la littérature antique, alors qu'elle est païenne, oui. Et la mêler à la parole du Christ, pour être un véritable chrétien et un humaniste chrétien. Alors cette découverte de ces textes, c'est une véritable libération. Lui-même, il l'écrit. Il commence à écrire ses premiers textes, et ses premiers textes sont imprégnés de cet humanisme. Oui, tout à fait. Au couvent, il commence à écrire des poèmes, en fait. Ses premiers textes sont des poèmes. Et des poèmes, alors c'est assez curieux, je pense notamment à son poème sur la vieillesse, alors qu'il est encore très jeune. Mais on retrouve ce style. Il est marqué notamment par la parole d'Horace, qui est un de ses modèles au début. Et il se lance dans cette écriture poétique. Il se cherche, en fait. Il ne sait pas qui il est. Il hésite entre la théologie, la littérature, la vie monacale. Et il rédige aussi un traité très important qui s'appelle le De Contemptu Mundi, qui signifie le mépris du monde, alors qu'il publiera bien plus tard, en 1521 je crois, qui est un texte très compliqué parce que précisément il rajoute des paragraphes, des morceaux au fil du temps, mais qui dit aussi des choses sur son état d'esprit dans ce couvent de Stène, à savoir qu'il s'interroge sur ce monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Et le monde, en fait, c'est la confrontation avec Dieu, c'est la place de Dieu. Et je dirais que paradoxalement, le couvent, comme l'a dit Blandine, lui apprend qu'on peut être chrétien en étant en dehors du monastère. Oui. Et pourtant, le monastère, c'est une fuite du monde, et lui, il va vouloir sortir du monastère. Il quitte le monastère. Tout à fait, en 1493. Mais enfin, c'est une décision mûrement réfléchie, parce que j'imagine qu'à l'époque, on ne quitte pas un monastère comme cela.
il profite. Je ne sais pas si Blandine veut répondre. Oui, alors, effectivement, on ne peut pas quitter le monastère comme ça. Il lui faut une dispense pontificale qui lui permette de quitter son monastère et d'être autorisé à effectivement se libérer d'une certaine façon de ses vœux. Et donc, on voit le caractère exceptionnel de cette sortie autorisée par le pape Jules II, enfin, ce qui est assez Jules II, donc, lui l'a autorisé. Il a eu une dispense, ouais. une dispense qui lui permette de suivre. C'est pas un rebelle, en fait. Non. Parce qu'il, En fait, en 1493, il faut bien comprendre, il profite du passage d'Henri de Berg, qui est alors un évêque, qui souhaite devenir cardinal et qui demande à son couvent « Je cherche un secrétaire écrivant un latin parfait. J'ai besoin de l'aide d'un excellent latiniste qui va m'aider dans ma marche vers le cardinalat. » Et le supérieur lui confie « J'ai un très bon, c'est Érasme. » Et là, Érasme se dit, c'est l'occasion de sortir. Je ne suis pas fait pour cette vie, je le sais au fond de moi-même. C'est l'occasion de sortir, surtout qu'Henri de Berg veut partir en Italie. Donc pour Érasme, c'est double récompense. Donc il quitte le couvent avec une joie extraordinaire et il sait déjà qu'il ne reviendra jamais. Parce que ses supérieurs ne savent pas. Et c'est seulement en 1506 qu'il obtient la dispense de Jules II qui lui permet de rester, en effet, dans le monde et de ne pas revenir dans le couvent, parce qu'on a des lettres de Servet Roger, qui est son ami, puis qui devient le supérieur du couvent, qui lui dit « Maintenant, Érasme, il faut rentrer ». Donc, entre 1493 et 1506, on a des séries de lettres où son supérieur lui dit « Mais qu'est-ce que tu attends ? Il faut rentrer au couvent. » Mais il aurait pu, est-ce que, c'est là un peu de la politique fiction, mais finalement il n'est pas fait pour la vie du monastère, est-ce qu'il aurait pu être fait pour une vie séculière, être prêtre séculier, ou il ne l'envisage pas? Et est-ce que, parce que je crois, on a avec justement... l'historien Legendre, il montrait les liens qu'il y avait entre le monde séculier et le monde régulier. Il y a une porosité, il n'y a pas de mur entre les deux. Est-ce qu'il a un moment envisagé cette sécularisation? Alors, quand on considère un peu l'ensemble de son œuvre, il est certain que la dimension pastorale est absolument fondamentale pour lui, mais il me semble qu'au fond, Érasme était quelqu'un qui était là pour former les prêtres, former les évêques, mais que lui-même, aussi génial, savant et vraiment immense spécialiste de la rhétorique, il est pas réputé en tant que justement orateur ou prédicateur, mais c'est vraiment un grand théoricien en fait de la prédication. Et donc sa façon à lui d'être prêtre, d'une certaine façon, ce sera plutôt de former les prêtres. À mon avis, c'est plutôt là qu'est sa vocation et sa place qu'il occupe avec génie. Alors Érasme, c'est aussi une vie, un rayonnement européen. Il voyage entre Paris, Turin, Bologne, Venise, Rome. Que fait-il au cours de ces voyages? Là, on l'a vu partir donc avec ce futur cardinal. Est-ce qu'il enseigne? Que fait-il exactement? Alors, le point de départ de ces voyages, Marie l'a rappelé, c'est avec Henri de Berg. Effectivement, il part en Italie en tant que secrétaire. Donc là, on a aussi une dimension en fait très matérielle de la vie d'Érasme, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est au service, qu'il est secrétaire, il va aussi falloir en fait qu'il vive des lettres. Donc ses parcours vont être, donc il va avoir cette fonction de secrétaire, et puis ensuite il va avoir des protecteurs où cette dimension essentiel d'éducation dont on a parlé aussi, par exemple. Il va être le précepteur d'un noble anglais, William Mountjoy, donc de l'Italie, il va passer en Angleterre, parce que dans un premier temps, avant que sa renommée lui permette véritablement de vivre de son œuvre, il va tout de même aussi avoir cette dimension matérielle et cette préoccupation. Donc il va être secrétaire, puis précepteur de nobles, avant d'avoir, malgré tout, de toujours dépendre de mécènes, ça ne sera pas qu'un moteur, bien sûr, de ses voyages, mais il y a cette dimension-là. Ce qui l'emmène en Angleterre aussi, ce sont des liens qui lui permettent de vivre des lettres. Et c'est comme ça qu'il rencontrera Thomas More. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues, notre Érasme.
Alors, délicat de le savoir parce qu'il se cache, hein, notamment lorsqu'il y aura Luther, il ne sait pas lire l'allemand, mais il parle essentiellement en latin en réalité. Hein. Oui. C'est la langue du voyage, tout à fait. Oui. Et j'ajouterais que lorsqu'il part, d'abord c'est pour chercher des manuscrits également, pour chercher des livres, hein, pour pouvoir... il a ce projet de publication, donc il cherche des manuscrits dans l'ensemble des territoires qu'il visite. Alors Erasme, je vois le temps qui défile, je ne suis même pas au quart de mes questions. Erasme, c'est aussi une œuvre absolument considérable en fait qu'on connaît pas ou peu. J'ai ici l'édition des colloques, dialogues de la vie courante propres non seulement à polir le langage de la jeunesse, mais à édifier ses mœurs. Donc c'est destiné, c'est en gros un guide de savoir-vivre hein, pour la jeunesse, les colloques, parus aux éditions Les Belles Lettres. C'est une œuvre absolument considérable. Est-ce qu'on peut la classer et le considérer, je ne sais pas moi, comme un homme de lettres d'abord, ou bien un théologien, ou bien un spirituel ou... Je crois qu'Erasme, oui, pour moi, c'est un humaniste chrétien, c'est un théologien, c'est certain, qui a un goût des lettres immodéré. Et il ne fait que publier. Je sais que j'avais regardé de mémoire quelques chiffres. À lui seul, il publie quand même 45 auteurs classiques, auteurs antiques, pardon. Et parmi eux, il y a 28 auteurs classiques, dont 12 grecs, et je crois 17 auteurs patristiques, donc 5 pères orientaux. Donc c'est, enfin, je ne sais pas si on se rend compte du travail que ça représente d'édition et de traduction. Parce que pour lui, ces traductions, ce sont aussi des œuvres à part entière, comme l'Éloge de la folie ou d'autres textes aussi célèbres. Et ces œuvres à part entière sont volumineuses ? Oui, si on les colloque, mais on peut songer aussi aux adages. Hein, il va réussir à rassembler plus de 4100 adages. Oui, ce sont toujours des œuvres, surtout qu'il retravaille en permanence. Oui. Hein, que ce soit les Annotationes ou d'autres textes, il les retravaille durant toute la décennie 1520. Il revient à ces textes. Et ça aussi, ça montre son attachement à ses enfants. Hein. Quand est-ce qu'il commence à rayonner dans son existence et qu'on le remarque au-delà de son secrétariat auprès du cardinal de Berg? Alors je pense que vraiment le texte qui fait sa renommée et qui sans doute commence à vraiment aussi lui créer des ennuis, c'est l'Éloge de la folie, ce qui l'a surpris lui-même. Hein. Enfin, c'est-à-dire que, comme il le dit, c'est aussi un ouvrage plaisant, écrit en complicité avec More. Une satire assez décapante. Thomas More. De Thomas More. Une satire assez décapante de la société, et de toute la société, vraiment. Et ce texte le met véritablement au devant de la scène, parce que même si lui dit que c'est un jeu, c'est aussi une œuvre littérairement assez inédite, en fait. Il y a quelque chose, là encore, le génie d'Erasme s'exprime vraiment dans son ironie mordante, et à partir de là, eh bien, la force de son ironie lui crée des problèmes, mais en même temps le met vraiment, je pense, au devant de la scène. Ouais. Oui, mais c'est vraiment après le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est le sacre. Voilà, c'est le sacre absolu, 1516. Oui. Alors, l'Éloge de la folie, c'est quelle année ? Alors, c'est publié en 1511. Il l'écrit justement après. Il dit qu'il écrit vraiment très rapidement quand il quitte l'Italie et qu'il va vers l'Angleterre. Et c'est publié en 1511. Il y a 2 éditions. Et c'est un livre qui a un rayonnement européen ? C'est un livre qui a un rayonnement européen. Oui, vraiment, qui est extrêmement... En fait, on le voit si on prend les imprimeurs en France, à Bâle, Louvain, c'est republié extrêmement... Oui, c'est un énorme succès. Oui. L'ironie est aussi le propre de l'humanisme ou pas ? Alors, parce qu'en fait, en pensant à l'Éloge de la folie, alors c'est peut-être un raccourci hasardeux, vous allez me dire, mais j'ai pensé à Rabelais, à l'ironie de Rabelais, et notamment dans sa critique du clergé. Alors Rabelais est un disciple d'Erasme, hein, et je pense que l'ironie est quand même une caractéristique érasmienne et de Thomas More. Ce n'est pas partagé par l'ensemble des humanistes. Erasme est un philosophe, c'est aussi un théologien, un philosophe de l'humour. Je pense que c'est un trait extrêmement important de sa personnalité, que tous les humanistes ne partagent pas nécessairement. Alors 1516, donc, la grande œuvre, la première édition critique du Nouveau Testament grec. Quand vous évoquiez
ses talents littéraires, sa carrière littéraire, je me disais, mais au fond, c'est comme un Saint Jérôme, quoi. Voilà, je l'imagine, non pas dans sa grotte, mais chez lui, travaillant des heures et des heures sur les textes et traduisant, les compilant, les critiquant, etc. Là, il s'attaque au cœur même du christianisme, qui est le Nouveau Testament grec. En quoi ce texte constitue une véritable révolution intellectuelle à l'époque ? Alors, d'abord, il est entouré d'une équipe. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Il y a une équipe qui travaille avec lui et qui va chercher les manuscrits, qui rassemble les manuscrits dans la pièce, et on compare et on critique. La révolution, c'est ce que Lucien Febvre dit que c'est une bombe lancée dans le monde chrétien, ce Nouveau Testament d'Érasme de 1516. Lucien Febvre, c'est ce grand historien du XXe siècle dont vous êtes une spécialiste. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour être très simple, très clair, Érasme applique pour la première fois à la parole de Dieu des techniques qu'on applique jusqu'à présent uniquement au texte littéraire. C'est-à-dire qu'il passe au crible la Vulgate de Jérôme et il dit, eh bien là, il s'est trompé. Là, il a mal traduit, verbaux, sermons, etc. C'est-à-dire qu'on traite la parole de Dieu comme un vulgaire texte littéraire. Et ça, c'est inédit. Personne n'a osé. Lorenzo Valla, qui a précédé Érasme, et que Érasme a lu avec attention, a lancé le mouvement. Mais c'est Érasme qui le fait vraiment. Et il accompagne, il ne faut jamais oublier, son édition donc, de la Vulgate corrigée avec le texte grec, accompagnée de volumes d'annotationes, donc d'annotations, dans laquelle Érasme va justifier chaque correction. Il explique, Saint Ambroise s'est trompé à telle ligne. Saint Jérôme a fait une erreur, il a mal compris, etc. etc. Ce texte, Luther le connaît par cœur. Il organise tous ses cours à Wittenberg à partir d'Érasme. Et il ira jusqu'à lui dire, mais Érasme, si les pères se sont trompés, pourquoi conserver la tradition ? Et comment réagit alors l'Église ? Alors, c'est une réaction qui peut paraître étonnante, qui est très contradictoire. On a d'un côté la Sorbonne, la vieille faculté de théologie qui pousse des cris, la faculté de Louvain aussi, je pense notamment à Martin d'Orp, parce qu'on a toute la correspondance du théologien Martin d'Orp, qui est professeur de théologie à l'Université de Louvain, qui écrit à Érasme et qui lui dit « Mais tu es fou, arrête immédiatement ce travail. Tu es en train de... » Je me souviens de cette phrase, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il leur restera d'autorité ?» Mais Érasme, il continue. Donc il y a cette réaction extrêmement angoissée des théologiens. Et de l'autre côté, la papauté accueille plutôt sereinement ce texte. C'est ça qui est toujours très compliqué. Il y a une admiration de la part du pape à l'endroit d'Érasme. C'est un très grand théologien, un très grand chrétien. Donc on accepte ce travail. Pourquoi dit-on qu'il fut le prince des humanistes, Blandine Perrona ? Alors, oui, c'est effectivement une périphrase avec laquelle on le nomme. Déjà, enfin, le travail que vient d'évoquer Marie Barral-Baron, il y a quelque chose... parce que dans la réaction très contrastée, il y a déjà ce geste assez inaugural qui est très fort parce que justement, la rhétorique dont on parlait tout à l'heure et puis, pas seulement, mais c'est un outil d'herméneutique et de compréhension du texte ancien. Donc là, il y a quelque chose de neuf, justement, en utilisant la rhétorique classique pour lire les textes, ou alors même la philologie plus généralement pour les rééditer. Donc là, ça participe à ce prince de l'humanisme. C'est aussi, si ce travail a suscité une réaction, c'est quand même que Érasme, d'une certaine façon, prenait aussi la place de Jérôme. Enfin, c'est-à-dire qu'il réécrit la Vulgate. Donc là, il y a quand même un geste fort. Et il y a une spécialiste d'Érasme qui s'appelle Lisa Jardin qui a travaillé sur ça, sur cette création aussi d'Érasme, de son image. Donc il y a quand même, pour le dire en termes anachroniques, Érasme est un communicant aussi d'une certaine façon parce qu'il a envie donc que les choses changent dans l'Église et il se construit une image. Et il se construit un peu une image de nouveau Jérôme. Donc là, on peut penser au prince des humanistes de ce point de vue-là. Mais j'aime aussi beaucoup l'autre périphrase qui, pour moi, peut-être le caractérise plus, qui avait été, c'est le titre d'un ouvrage de Jean-Claude Margolin, qui l'appelle le précepteur de l'Europe. Et peut-être que, je préfère cette périphrase au prince des humanistes.
En fait, avant peut-être de venir à ce qu'on appelle la République des lettres, dire comment se tisse au fond un véritable réseau intellectuel européen. Oui, alors pour revenir à l'humanisme, il n'y a pas de chef de file en fait de ce courant. Oui. Il n'existe pas. Hein. C'est un courant qui se développe progressivement depuis l'Italie, qui va aller jusqu'en Europe du Nord. Et ensuite, après, on a deux tendances qui sont plutôt concurrentielles entre l'humanisme italien et l'humanisme qu'incarne Erasme de Rotterdam, qui est appelé quand même de son vivant le soleil de l'Allemagne. Hein. Et bien sûr qu'il est flatté d'être reconnu de son vivant comme étant le plus grand des humanistes, celui qui manie le mieux le latin, le grec. Et qui ne cesse de publier, parce qu'il écrit et il publie, j'ai envie de dire, le jour et la nuit. Hein. Les presses de Johann Froben, il s'est installé à Bâle, elles tournent le jour et la nuit pour lui. Hein. Donc il faut se rendre compte qu'il inonde l'Europe de sa production. Et donc, ce réseau, parce qu'on a évoqué Thomas More, il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit Erasme comme un réaliste, comme un personnage qui travaille sur le texte, qui a le souci du détail, et Thomas More, lui, on en fait un utopiste. Alors, je ne crois pas que Thomas More soit un utopiste. Effectivement, Thomas More a inventé le vocable d'utopie, mais il n'y croit absolument pas. Et il ne veut surtout pas de son utopie. C'est une dénonciation, hein, il faut bien replacer l'utopie dans le siècle de cette Angleterre qui sort de la guerre des Deux Roses, et il dénonce en fait la politique anglaise. Oui. Donc c'est tout ce qu'il ne veut pas. Ni More ni Erasme ne sont des utopistes. Ni More ni Erasme sont des utopistes. Il y a More, il y a Erasme, il y en a d'autres avec qui ils correspondent. Quelle est cette République des lettres en quelques mots ? C'est un réseau en réalité. Hein, c'est un réseau qui permet de relier l'ensemble de ces humanistes européens, donc ce soit effectivement Erasme, More, mais on pourrait citer John Collet, Vitrier, et puis tant d'autres, hein, Germain de Brie, je pense Jacques Lefebvre d'Étaples. Et ce sont des hommes donc, qui sont en correspondance en permanence, qui s'envoient des lettres, mais aussi des cadeaux, des portraits, des choses extrêmement variées. On n'imagine pas l'importance des colis qui pouvaient circuler dans cette Europe de la Renaissance. On s'envoyait beaucoup de cadeaux et beaucoup de livres entre humanistes pour nourrir cette amitié humaniste, que l'amitié est aussi un élément extrêmement important. Blandine Perrona, j'en viens à la critique d'Erasme, du clergé, parce que toute une partie de son œuvre est liée à cette satire du clergé. Que reproche-t-il au clergé et particulièrement aux ordres monastiques ? Alors, les critiques vont sans doute être d'ordre différent. On a parlé tout à l'heure d'Horace, et ce qui fait le génie d'Erasme, c'est sa plume satirique, justement. Et pour la satire, et le vice des vices, c'est la présomption, et c'est le même, en fait, pour les chrétiens. Enfin, c'est l'origine des vices. La philotie, un amour de soi, qui fait qu'on est très sûr de soi, et donc ça, c'est le vice par excellence qu'Erasme pourfend chez tous les êtres humains, et en particulier dans l'Église. Donc, ce qu'il va détester chez les clercs, c'est lorsque celui qui doit prêcher le message évangélique, en fait, fait de son positionnement dans l'Église une position de pouvoir. Donc ça, bon, bien sûr, c'est ce qu'il déteste tout particulièrement quand il fait son texte satirique sur Jules II. Là, il y a pour lui, enfin, c'est une aberration, même une monstruosité, que ceux qui doivent prendre le relais de Pierre soient en fait des hommes de pouvoir et des hommes de guerre. Donc là, c'est vraiment... Et puis pour les moines, plutôt, je pense vraiment... là aussi, c'est une forme de présomption, mais c'est cette façon de s'inventer des règles qui sont parfois inutiles et qui empêchent d'aller à l'essentiel et d'aller vers la vraie foi, finalement. Un appareil de règles qui détourne de l'intensité de la foi. Marie, vous voulez réagir sur cette satire du clergé ? Oui, alors
Moi, je voudrais simplement peut-être ajouter un petit élément, c'est qu'on retient toujours la satire du clergé chez Erasme, et c'est vrai qu'elle a été extrêmement violente à l'endroit des franciscains, il a horreur des franciscains, comme des évêques ou des prêtres qui boivent un petit peu trop. Mais je crois qu'il faut aussi avoir... Comme Rabelais, enfin... Voilà, c'est le même verve, hein, c'est vraiment le même style d'écrit. Mais il y a aussi chez Erasme un grand respect, par exemple, de la figure de saint François d'Assise. Hein, il a un rêve, Erasme, qui raconte, où dans son rêve, il a rencontré saint François, et c'était un moment de grâce. Hein. Ouais. Donc, il y a un respect de saint François, il y a un respect profond de saint Bernard de Clairvaux, et je crois que pour lui, les ordres monastiques, ce n'était pas son histoire, mais il considère que cela peut convenir à certains de ses contemporains. Et parce qu'on répète toujours cette fameuse phrase, vous savez, monacatus non est pieta, hein, la vie monacale n'est pas la piété, mais on oublie que la suite de la phrase, Erasme ajoute, mais si elle vous convient, hein, si elle convient à certains, bien entendu, rejoignez le monastère. Oui. Mais pour moi, le véritable moine, il est dans le monde. Alors, vous évoquiez Jules II tout à l'heure, qui lève son vœu, ce qui est extrêmement important. Et pourtant, il va écrire un dialogue fictif entre Saint-Pierre et Jules II, c'est cela. Le pape en croit, au fond, ses écrits. Alors d'abord, que dit ce texte? Et en quoi cet écrit constitue le révélateur d'une crise profonde de la papauté à l'époque? Alors, juste pour donner la situation comique du texte, c'est Jules II décède et il arrive au port du paradis, Saint-Pierre l'accueille, et Saint-Pierre, en fait, lui refuse l'entrée dans le paradis. Donc, on voit déjà l'audace aussi du texte, hein, puisque le pape, l'entrée du paradis est interdite au pape. Alors, c'est très drôle parce que Jules II n'est pas du tout habitué à ce qu'on ne lui obéisse pas, donc il y a un vrai malentendu entre Jules II et Saint-Pierre. Donc ça, c'est pour resituer ce texte. Ce texte est écrit justement suite au voyage en Italie dont on a parlé, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de sidération pour Erasme quand il a découvert ce pape, pour qui l'argent était extrêmement important, un pape extrêmement guerrier. Là, il y a eu une sidération, et je pense, enfin vraiment, c'est déjà la folie en fait. Il y a quelque chose de tellement une absurdité, une monstruosité que ce pape qui est aux antipodes de Saint-Pierre. Donc cette crise, je pense qu'il faut que je laisse la parole à l'historienne, mais c'est toujours en fait ce regard où Erasme a des aspirations pour le monde et que ce monde et la papauté ne ressemblent pas à ce qu'elle devrait être, et c'est particulièrement flagrant avec Jules II. Mais est-ce que c'est parce que, bon, Jules II, nos téléspectateurs et nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais Jules II, voilà, Alexandre VI, sont ces papes de la Renaissance qui cultivent la richesse, mais qui cultivent l'humanisme aussi. C'est la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, l'actuelle basilique Saint-Pierre, on la doit précisément à Jules II. C'est cette critique de la richesse ecclésiastique que l'on voit chez Erasme et qu'on retrouvera jusqu'au fond chez le pape François lui-même. Oui, complètement, effectivement. Alors, je rajouterais que le Julius, il attend quand même la mort de Jules II pour l'écrire, 1513, et il ne le signe pas, le texte. Il dira toujours que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ah oui. Donc oui, il ne le reconnaît pas et il attend la mort du pape. Oui. Mais effectivement, il est toujours dans cette dualité de... il sait à quel point tous les papes se sont engagés en faveur de la Renaissance et de l'humanisme. La chapelle Sixtine, on la doit à Jules II. La construction de la basilique Saint-Pierre, la première pierre, c'est Jules II. Donc c'est un pape, des papes, j'ai envie de dire, très plein de paradoxes, mais c'est ça qui est très intéressant, et qui en même temps est un pape guerrier, qui passe sa vie sur les champs de bataille et à construire des ligues, notamment contre la France ou contre Venise. Donc cela, bien sûr, atteint énormément Erasme, qui ne peut concevoir, non pas, attention, il ne critique jamais la papauté, il critique l'homme qui est pape. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant parce que votre livre, donc L'Enfer d'Erasme, l'humaniste chrétien face à l'histoire, est-ce qu'il a une
appréhende l'histoire? Est-ce qu'il donne comme une forme de chronologie des crises et des renaissances de la papauté? Vous y citiez Saint François tout à l'heure, il rêve de Saint François. Est-ce qu'il voit le travail de Saint François face, enfin non pas face, mais à la demande d'Innocent III, qui est le pape qui lui demande qui valide en quelque sorte l'institution franciscaine? Alors oui, non pas en quelque sorte, mais qui valide. Oui, c'est très intéressant. Alors, la réponse est compliquée, donc je vais essayer d'être très simple. Chez Érasme, il y a un refus de la chronologie jusqu'à Luther. C'est-à-dire que c'est un homme qui se pense, à mon sens, ahistorique. Lorsqu'il écrit ce qu'on a dit tout à l'heure en 1516, le Novum Testamentum, et qui lance ça dans le monde chrétien, il n'imagine pas qu'il va y avoir des lecteurs, comme Luther, qui peuvent aller beaucoup plus loin, qui en tirent des conséquences. Si Saint-Ambroise, si tout le monde s'est trompé, pourquoi garder ces pères de l'Église? Donc Érasme, c'est vraiment, je dirais jusqu'à Luther, un homme qui se pense d'ailleurs lui-même comme un père de l'Église, comme un nouveau Bernard de Clairvaux, et qui se permet d'avoir beaucoup de considérations, mais sans qu'il y ait de conséquences historiques. Et la réforme, en fait, Luther l'oblige à prendre conscience qu'il a un rôle dans l'histoire et que ce qu'il va dire va avoir un impact. Et c'est à ce moment-là seulement, donc dans la deuxième partie de sa vie, qu'il reconstruit la chronologie, et notamment sur la question de la papauté. Donc c'est à ce moment-là seulement où on va avoir une critique plus approfondie de l'histoire du christianisme. Et il va découvrir paradoxalement que c'est parce que l'Église a souffert, parce que l'Église a traversé des abus, qu'il l'aime et qu'il ne veut pas la quitter. Oui, donc là, le paradoxe de la rédemption, enfin du péché et de la rédemption, qui constitue le cœur du christianisme. Est-ce qu'il considérait la papauté comme soluble, si vous me permettez le terme, dans l'humanisme ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, et je pense que Érasme a tout de même... la papauté n'est peut-être pas un problème en soi pour Érasme, c'est-à-dire qu'il a plutôt une vision globale de l'Église, et où chacun doit avoir sa place. Et il me semble que... Alors, c'est ce qu'on voit dans sa dernière grande œuvre, qui est un traité de prédication, l'Ecclésiastes. Finalement, la figure qu'il va mettre en avant, c'est presque plus celle de l'évêque, parce qu'en fait, il attend des évêques que les évêques permettent, à travers les prêtres, de vraiment nourrir le peuple de la parole de Dieu. Et il me semble que l'humanisme et l'aspiration de la Philosophia Christi d'Érasme se rejoignent dans cette volonté que la connaissance du texte sacré aille jusqu'au peuple. Il me semble que c'est là où les aspirations du théologien, du spécialiste des textes sacrés, rejoignent l'humanisme. C'est dans la diffusion de cette connaissance de ces textes que, dans l'idéal, chacun et chacune pourrait s'approprier et lire avec sa propre lecture personnelle. Oui, parce qu'on a une vision biaisée au fond de l'Église, c'est-à-dire que nous, il y a cette centralité et cette centralisation pontificale, elle n'existe pas à l'époque. L'évêque est plus important au fond que le pape. Complètement. Et je crois que pour Érasme, l'Église, c'est pas une pyramide, c'est d'abord la communauté des baptisés. Et ça, c'est une nouveauté, parce que, en fait, je vais être peut-être anachronique, mais on a beaucoup parlé au début du XXe siècle du peuple de Dieu. Oui. Voilà, on en a reparlé lors de la synodalité dernièrement. Cette notion de peuple de Dieu, cette notion de communion, elle existe à l'époque du XVe, XVIe siècle. Elle est très forte chez Érasme. Pour lui, c'est le peuple des baptisés, c'est le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, il va avoir un rôle majeur dans Vatican II. C'est la pensée érasmienne qui viendra vraiment profondément nourrir ce... Oui. Comment est-ce qu'il parvient à concilier sa fidélité à l'Église avec ses attaques contre les structures cléricales ? Avec une facilité désarmante. C'est-à-dire qu'il considère... il marche dans les pas de Dieu, il marche dans sa foi en Jésus-Christ, et il considère que cette Église, elle est visible, c'est l'Église visible qui critique, c'est les hommes. Ce n'est absolument pas l'institution. Exactement. Donc, il n'y a pas de contradiction. Aussi, et s'il y a contradiction, c'est un enrichissement. C'est un réformateur ou un subversif, ou les deux ? Un réformateur modéré. Un réformateur modéré, vous avez dit ? Oui. Pour moi, oui, je pense que... Parce qu'il ne veut pas
C'est toujours avec douceur. Bien sûr qu'il y a, ce que Blandine Perrona a très bien dit, beaucoup d'ironie, il peut être très acerbe, mais il ne veut pas de violence. Oui. Je pense qu'effectivement, en étant critique, il est fidèle. Enfin, c'est-à-dire que c'est parce qu'il croit en l'Église et qu'il veut surtout pas. Enfin, c'est l'homme de la concorde, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est-à-dire que la contradiction que certains lui ont reprochée n'en est pas une. Et pour moi, il est aussi, comme l'a dit Marie Barral-Baron, d'une immense intégrité. C'est-à-dire qu'il souhaite le meilleur pour l'Église, et le meilleur pour l'Église, c'est que chacune suive le modèle du Christ. Et c'est parce que l'Église ne le fait pas toujours qu'il voudrait la ramener dans cette imitation du Christ aussi, d'une certaine façon dont on parlait. Et donc, bien sûr, il y a une critique tournée vers soi-même, mais aussi vers lui-même. Et c'est ce qui n'est pas accepté, parce que la critique est toujours difficile, et on revient à cette question de la présomption. La présomption ne supporte pas qu'il y ait une critique. Mais au fond, sa critique est un signe de son amour pour l'Église. Et alors, vous l'avez souligné, même si Luther utilise Érasme ne voudrait pas être utilisé par Luther. Oui, alors c'est son meilleur lecteur. Hein. Vraiment, oui, c'est son meilleur lecteur, mais on voit bien que Érasme critique Luther. Alors, oui, d'abord il le défend, il ne faut pas l'oublier. Il ne se présentera pas, par exemple, à la Diète de Worms, Érasme en 1521. Il aurait pu. Il aurait affaibli terriblement la Diète de Worms, pour nos auditeurs et téléspectateurs. Une diète. Oui, la diète de Worms. La diète de Worms, c'est la première fois que Martin Luther est convoqué et il doit s'expliquer devant Charles Quint, qui vient d'être élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Et donc Érasme n'est pas à cette réunion. Il n'est pas là. Il a refusé d'être là parce que précisément, il le dit, je ne veux être ni l'accusateur ni le juge de Luther. Donc il le protège. Ce qu'il ne supporte pas chez Luther, c'est sa violence. C'est ça qui est insupportable. Il est fondamentalement d'accord avec lui dans sa dénonciation des abus de l'Église. Mais il ne veut pas de rupture, il ne veut pas de schisme et il ne veut surtout pas de violence. Pour lui, la réforme, elle va se faire, il faut être patient. L'Église a une très longue histoire et je cite encore Érasme, on ne remet pas l'Église dans son berceau. Donc il faut attendre, il faut être patient. Et c'est ce qu'il reproche profondément à Luther. Il met beaucoup de temps, la correspondance entre les deux hommes va mettre beaucoup de temps à s'installer. Ne pas remettre l'Église dans son berceau, c'est faire croire qu'on peut revenir aux origines ? Oui, qu'on peut effacer les abus, qu'on peut effacer les erreurs. Oui. Érasme, il assume les erreurs de l'Église. Est-ce qu'il voit aussi ce que l'Église a fait de bien, justement ? Parce que vous évoquiez Saint François, mais il y a bien d'autres choses. Bien sûr qu'il voit ce que l'Église a fait de bien, mais même dans la piété populaire, la piété des simples. Il dit, moi, c'est pas ma foi. Par exemple, le recours aux images, les pèlerinages, vraiment, ce n'est pas la piété érasmienne, mais il pense que là, l'Église fait du bien aux plus petits, si elle peut les aider à supporter la souffrance au quotidien, l'angoisse du salut, la mort. Blandine Perrona, l'unité de l'Église, c'est un point non négociable pour Érasme ? Oui, moi je suis assez fascinée par l'unité de son œuvre constamment. Alors, on disait, elle est immense, elle est très diverse, mais pour moi, il y a un peu deux piliers. L'un qui l'ouvre, ce sont les adages. Le premier adage, c'est entre les amis, tout est commun. Et puis, l'Ecclésiastès, cette œuvre de la fin de vie, qui est une immense somme, développe un dernier lieu commun. Et le lieu commun qui va développer le plus, c'est celui de la concorde. Et vraiment, pour lui, cette unité, ce lien des chrétiens et chrétiennes, c'est vraiment ce pourquoi ce pourquoi il écrit en particulier. Et même une fois que la rupture est consommée, il va continuer à garder ce discours de la concorde à un moment où effectivement il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé avec la réforme. Donc plus le temps passe, plus la rupture avec Luther est claire. Oui, bien sûr. En 1516, la première fois qu'on lui parle de Luther, c'est un moine obscur de la Saxe profonde, il ne prend pas le temps même d'y faire attention. C'est 1519, la première fois où Luther lui écrit, il va mettre plusieurs mois à lui répondre et en lui disant « moi je veux rester neutre, je comprends ce que tu dis, mais je ne veux pas de ta violence, de ta manière de faire. » Et ensuite, s'ensuit quelques échanges jusqu'à la dispute
du libre arbitre de 1524-1525, qui va les confronter, les affronter. Et après, Erasme, il tentera jusqu'au bout de maintenir le dialogue. En quelques mots, la lutte sur le libre arbitre, le serf arbitre, comme on disait à l'époque. Oui, alors le libre arbitre pour Erasme, le serf arbitre pour Luther. Est-ce que l'homme participe à son salut ou pas? Luther pense qu'il y a une distorsion monumentale, je dirais presque monstrueuse, entre l'homme et Dieu. Donc il y a un tragique de la condition humaine. Alors que chez Erasme, lui, il met l'accent sur la miséricorde. Et que l'homme peut marcher auprès de Dieu et participer à son salut. Et là-dessus, c'est Erasme qui place la discussion sur ce sujet, qui est au cœur de la réforme. Il l'a très bien choisi. D'ailleurs, Luther le lui dira, tu es le seul à comprendre où se joue la réforme. Mais il faut faire attention au titre. Blandine en parlerait mieux que moi. Erasme, l'intitulé, c'est bien « diatribe », ça veut dire « dialogue ». Et Luther lui répond avec une confrontation, ça veut dire « confrontation ». Donc c'est deux styles. Donc il n'y a pas de réconciliation. Deux styles c'est deux hommes totalement différents. Est-ce qu'Erasme, vous évoquiez Vatican II, mais est-ce que Erasme préfigure quand même le concile de Trente qui domine la chrétienté et vient ponctuer tout ce mouvement spirituel dont finalement Erasme est un des épigones? Alors il n'est jamais cité par le concile de Trente. Jamais. Son nom n'est jamais cité. Toute l'œuvre d'Erasme est mise à l'index en 1559. Donc son nom n'apparaît pas, mais en revanche, oui, il va complètement, je dirais, nourrir la réflexion du Concile de Trente sur la question de la pastorale, du rôle de l'évêque, de la formation de l'évêque, de la prise de parole du prêtre, et aussi la patristique, parce que le Concile de Trente, c'est aussi un retour très fort à la patristique, et on va utiliser l'énorme travail qu'on citait tout à l'heure sur les pères de l'Église qu'Erasme a conduit. On n'arrive pas peu, il reste 2 minutes, peut-être une dernière question, Blandine Perrona. Il y a une postérité d'Erasme au-delà du concile de Trente sur le plan intellectuel? Il y a une postérité immense. Je vais parler en littéraire, puisque bon, c'est plutôt mon domaine, mais il est indéniable que cette ironie érasmienne dont on parlait a un héritage fondamental avec Rabelais. Et Rabelais, on a évoqué, mais là aussi, il y a quelque chose de très fort dans le lien. Rabelais, dans une lettre très connue, dit que Erasme est non seulement son père, mais aussi sa mère, pour montrer cette force, cette influence de cette œuvre qui va nourrir la pensée des grands humanistes français. On a parlé de son dialogue dans la République des Lettres, il était en dialogue avec Budet, et la présence d'Erasme est patente chez Rabelais, chez Montaigne. Donc son héritage littéraire aussi est immense. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Erasme et la France, c'est le titre de votre ouvrage paru chez Garnier, les classiques de Garnier. Vous, Marie Barral-Baron, l'enfer d'Erasme, chez Droz, l'enfer d'Erasme, l'humaniste chrétien face à l'histoire. Et je tiens à signaler les colloques parus aux Belles Lettres. Donc les colloques, le dialogue de la vie courante, propre non seulement à polir le langage de la jeunesse, mais à édifier ses mœurs. Donc un livre sur l'éducation. Et pour les latinistes, à gauche le latin et à droite le français. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à rendre visite à notre partenaire, Storia Voce. Marie Barral, vous y aviez participé. Et n'hésitez pas aussi à voir nos anciennes émissions sur ktotv.com. Nous avons évoqué l'émission sur l'humanisme avec Cécile Cabi et c'est Jean-Marie Legendre, Jean-Marie Le Gall, pardon, Jean-Pierre Legendre, Jean-Marie Le Gall, et les autres émissions donc consacrées à cette thématique. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.